Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Je vais très bien. Pourquoi tu fais la voix suave? C'est pas moi d'habitude. Alors, ce matin, on parle de quoi? On parle de l'impact de la disparition de certaines ethnies au Gabon avec l'anthropologue Monsieur Titi. Qui a disparu? Non, c'est pas Titi, c'est Monsieur Titi. Titi, voilà. Qui a disparu? Donc, Il y a des ethnies qui ont disparu. Il y a des ethnies qui ont disparu, il y a des ethnies qui sont en voie de disparition. On a par exemple le peuple Simba ou encore Ngimba qu'on appelle aussi Mongibaka. Donc l'on retrouve dans les Vino, dans la Lopé et aussi dans l'Angounié. On a les Povets, les Bichiwa, les Bongo, les Baka, les Varama, les Chaké, les Mboti, Maka. En tout cas, la liste, elle est longue. D'accord, ok. Il n'y Monsieur a pas les Titi. Zébi dedans, ce que tu es en train d'attendre là. Il n'y a pas les Titi dedans. Non, ils disparaîtront pas. Vous êtes comme... Les guerriers. voilà. Pour ne pas dire... Monsieur Titi, bonjour. Bonjour monsieur. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, pour qu'on ait une meilleure qualité. D'accord. Alors, vous êtes enseignant-chercheur. Au département d'anthropologie de l'université Omar Bongo. Vous êtes là-bas depuis combien d'années? C'est ma 4e année. Voilà, j'ai été formé à l'école publique du Gabon. Je suis passé par l'université Omar Bongo et après j'ai bénéficié d'une bourse de coopération. Vous êtes allé faire l'anthropologie dans quel pays? En France. En France, hein, dans quelle université? Muséum d'histoire naturelle de Paris et puis Paris 5 Sorbonne pour le doctorat. Est-ce que c'est mieux d'aller comprendre l'anthropologie des Gabonais en France? Non, c'est peut-être l'erreur qu'on croit quand nous sommes au Gabon. Au Gabon, nous avons été socialisés, c'est ce que j'appelle l'amour de la France. Donc tout ce qui est bien, c'est ce qu'on retrouvera en France, tout ce qui s'est fait en France. Mais contrairement, quand on arrive, on se rend compte que la science se fait sur la base de ce que nous avons tendance à oublier ici. Et parfois, c'est un choc. C'est un choc de constater que, mais, en dehors de la théorisation, mais la substance, ce que font nos grands-pères, nos grands-mères, et parfois ce que nous faisons sans le savoir. Donc à partir de ce moment, on se remet en cause, on essaie peut-être, pour ceux qui sont un peu conscients, et qui comprennent que sans la culture, on ne peut pas participer à ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation appartient aux sociétés qui ont quelque chose à proposer. Maintenant, le travail qu'on peut faire à notre humble niveau, c'est de rappeler les uns les autres que nous avons quelque chose d'essentiel qui nous fait exister auprès des autres. Et si on l'a perdu, on n'est pas. On participe, on est consommateur, mais on ne décide pas. Et donc, on n'est pas respecté. Donc, quand j'ai eu l'invitation que vous me faites aujourd'hui, c'est vrai, ça n'a pas été facile de me joindre, je m'en excuse. J'ai compris qu'il fallait que je vienne. Parce que s'il y a des gens qui pensent qu'il faut aimer la culture, il faut la vulgariser, il faut faire des recherches pour que la majorité de nos frères et de nos sœurs qui sont dans l'erreur, et ça je dis bien l'erreur, parce que si vous avez perdu votre culture, vous avez perdu votre substance, et vous n'êtes rien, j'assume les mots, vous n'êtes rien. Alors, votre thèse était basée sur quoi? J'ai travaillé sur les conflits entre les pasteurs nomades, qu'on appelle Mbororo, à l'extrême nord Cameroun, et ce qu'on appelle les environnementalistes. Et là, j'ai compris que l'incompréhension venait du fait que les uns qui se présentent comme des puissances tutélaires ont tendance à imposer aux autres ce qu'ils croient être bon ou bien. Or, en ce qui concerne les relations à l'environnement, il y a une expérience millénaire que ces populations, qu'elles soient nomades dans le cas de Mbororo ou sédentaires dans le cas de beaucoup de populations africaines, ces populations ont un rapport au monde, un rapport aux choses, un rapport aux êtres qui est codifié, qui est pensé et qui est ce qu'on va dire organisé selon la notion de parcimonie. Il n'y a pas le gaspillage. On prend ce dont on a besoin en accord avec les choses. À partir de ce moment, on est sur ce qu'on va appeler l'équilibre entre les humains, les non-humains et les lois qui norment ces relations.
Vous avez été au Cameroun là-bas? Ouais, à Extrême Nord Cameroun. Vous êtes allé sur place? Oui, parce que j'avais bénéficié d'une bourse. Ah oui. Une bourse de coopération qui oui, me oui. permettait de prendre en charge mes voyages sans que ma bourse mensuelle ne soit touchée. Ah d'accord, Voilà, ok. donc. Ah oui, ça c'est super ça. Aujourd'hui avec vous on va parler donc de la disparition, de l'impact de la disparition de certaines ethnies au Gabon. Vous avez travaillé aussi sur ce sujet, sur les ethnies gabonaises? Dans mes travaux, je suis toujours confronté à ce qu'on appelle la disparition des savoirs et savoir-faire. Or, les savoirs et savoir-faire, on les retrouve dans chaque groupe ethnique. Parce que ces groupes ethniques sont organisés autour de ce qu'on appelle des écoles de savoir, qui sont les rites initiatiques. Dans ces rites initiatiques, autrefois, on vous apprenait comment être homme, comment être femme, comment travailler, être en rapport avec la nature. À partir de ce moment, si un groupe ethnique voit ses locuteurs disparaître parce que soit il y a des causes endogènes, c'est-à-dire que dans le cas par exemple des Ongoms, des Eviya par exemple, ils ont été d'abord assimilés par les Eviya ont été assimilés par les Gissirs. Mais Ça veut dire quoi, c'est-à-dire- assimiler? C'est-à-dire C'est-à-dire- qu'ils arrivent auprès des Gissirs et au fur et à mesure, avec le jeu de mariage, les locuteurs Eviya vont voir leur population diminuer. À un moment donné, ils vont devenir, ils vont se présenter comme des Gissirs. Mais quand vous écoutez leur nom, les Gissirs savent que celui-là, quand on fait leur généalogie, on sait qu'au départ, ils sont... était évident. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ne parlent plus leur langue? Mais si vous ne parlez plus votre langue, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Tout le potentiel que vous aviez, parce que vous allez vous accrocher à ceux que les autres qui sont à vos côtés, les autres que vous pensez être les meilleurs, les plus forts. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce qui est à eux et vous jetez ce qui est à vous. Et donc, tous vos savoirs et savoir-faire, au fur et à mesure, vont disparaître. À partir de ce moment, il ne va rester que quelques individus. Et à la longue, ces individus vont aussi... Il y aura une érosion de locuteurs. Et dès qu'il y a érosion de locuteurs, la société perd les savoirs et les savoir-faire détenus par ce peuple qui va s'assimiler ou qui va disparaître totalement. Monsieur Titi, qu'est-ce qui cause l'assimilation? C'est quoi? C'est le combat ou bien les attitudes culturelles? Moi, je pense ou les pratiques culturelles? Qu'est-ce qui s'est passé Je réellement? pense qu'à un moment donné, il y a des populations qui, confrontées à un rapport de force avec un peuple, on va dire plus fort, plus... Je vois que vous ne voulez pas employer le terme supérieur. Non. Plus fort, ou bien dont les représentations disent qu'il vaut mieux être comme eux. N'est-ce pas? À partir de ce moment, il y a une volonté, on va dire, presque personnelle du groupe minoritaire de vouloir faire comme... C'est une volonté d'intégration au groupe dominant. Et cette volonté de l'assimilation, de l'intégration, va faire qu'à un moment donné, vous allez devenir ce que sont les autres en perdant ce que vous êtes. À partir de ce moment, ces personnes le font par, on va dire, stratégie de survie. Mais dans la globalité de la société, si on était dans des pays qui accordaient une importance à la culture, on va se rendre compte que à chaque fois qu'un groupe ethnique disparaît, on perd. Parce que chez, par exemple, les Eviya, il y a une médecine, une radiothérapie. Il y a des codes de la discussion, ce qu'on appelle la palabre. Il y a des rituels, de ceci ou de cela. Il y a une manière de se marier, il y a une manière de régler les problèmes. Donc, s'ils veulent s'intégrer au groupe majoritaire, au fur et à mesure, ils perdent cela. Et donc, la société perd un capital culturel. Parce que ce qu'il faut constater plutôt, c'est que le capital culturel, c'est un capital inépuisable, si et seulement si les locuteurs pratiquent la langue, pratiquent leur savoir et leur savoir-faire. Et donc, le risque, c'est que quand ces groupes, par volonté de survie ou d'intégration à un groupe majoritaire dominant, le font, la société perd. Et c'est pour cela, par exemple, l'UNESCO a un programme
de sauvegarde de ces cultures, on va dire, en danger. Et c'est le moment même de demander aux autorités qui ont, surtout le ministère de la Culture, et ceux qui peuvent mettre les moyens pour comprendre qu'il n'y a pas de petite culture, il n'y a pas de petits groupes ethniques. Tous les groupes ethniques, peu importe le nombre de locuteurs, ont un capital. Est-ce que vous ne pensez Oui, pas, Gina? est-ce que vous ne pensez pas, excusez-moi, que au fur et à mesure que l'on va évoluer dans le Gabon, en fait, ça c'est un phénomène au final qui est inévitable. Parce que la rencontre entre deux peuples va forcément créer ça. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart des Gabonais, il est de plus en plus rare. Plus les années avancent, plus il est rare de trouver des Gabonais de pure souche appartenant à une ethnie à 200%. Avec le phénomène des mariages et des mix, donc et des mix et des unions et autres, il y a de plus en plus de métis. Sinon, la plupart des Gabonais sont métis. Maintenant, c'est vrai que vous avez dit qu'il n'y a pas de petites ethnies ni de grandes ethnies. Toutes ces ethnies qui, je dis petites, mais je le mets en griffe par rapport à la quantité de locuteurs. Donc, toutes ces petites ethnies, au final, par le phénomène de mariage, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un phénomène inévitable, en fait? Non, je sais que on a toujours tendance à penser qu'il y a des ethnies pures. Non, il n'y a pas d'ethnie pure. Le phénomène de mariage a commencé depuis longtemps. Tant que les hommes se sont rencontrés, il y a eu de mariage, il y a eu de séparation. Mais dans ces phénomènes de mariage, il y a toujours eu des codes. Vous appartenez, c'est parce que vous avez rencontré une fille et que vous avez fait un enfant avec cette fille que l'enfant vous appartient, vous savez ça? Je ne vous coupe pas, mais aujourd'hui, regardez, il y a une sorte d'uniformisation du mariage au Gabon. L'enclume, je prends un exemple, l'enclume qui était utilisé dans le mariage traditionnel, peut-être dans le Haut-Ogooué, avec sa signification et ainsi de suite, est déjà commun à la totalité des mariages gabonais, sans pour autant que ce soit présent dans l'histoire même. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, c'était ça en fait le centre de ma question, on ne va pas aller vers cette sorte d'uniformisation au final de la culture gabonaise, je mets ça en griffe. Voilà. Mais vous allez vous rendre compte que il y a des cultures gabonaises. D'accord. Même au sein de la famille où vous êtes de même mère et peut-être de pères différents, ou que vous soyez né dans le mariage ou en dehors du mariage, on vous rappellera que l'enfant qui est né dans le mariage appartient au père, l'enfant qui n'est pas né dans le mariage appartient à la mère. Le véritable problème, c'est de comprendre. Il faut organiser. Nous sommes dans une société maintenant ouverte. Nous ne sommes plus dans un petit coin à Moabi, à Chibanga, au Yem. Nous sommes dans une société globale. Maintenant, dans la société globale, il va falloir organiser les choses. Si et seulement si on est conscient du fait que l'uniformisation est un danger. Il faut s'uniformiser, oui, mais il faut d'abord avoir une base. Je sais bien qu'on parle français, mais il faut d'abord être, par exemple, Nzebi. Vous connaissez la culture Nzebi. Ça va vous aider à vous universaliser. Mais si vous pensez que il suffit de parler français-anglais pour être moderne, mais il y a un problème. C'est que le français est breton, le français est basque, le français est pluriel dans sa constitution. Dans sa constitution. Il y a des bretons, il y a des ethnies en France. Et la tendance en France, c'est d'accorder une place importante à la culture. Les Occidentaux repartent à l'apprentissage de leur langue. La gastronomie française, elle n'est pas gastronomie française au sens que c'est uniformisé. Il y a la cuisine bretonne, il y a la cuisine basque. Donc, on a pris un mauvais départ. Ce mauvais départ a été vraiment renforcé par la colonisation et le christianisme. Puisque si vous parlez votre langue, on vous affectait un objet de honte qu'on appelle le symbole. Si on vous attrape en flagrant délit de conversation en langue locale. Maintenant, c'est un passé qui a été douloureux, qui nous a fait du mal. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une possibilité de reconstruire ces choses à partir des décisions politiques et de la volonté aussi individuelle. Nous avons des appareils qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, de tout enregistrer. On peut mettre des politiques culturelles où on va apprendre des langues dans les écoles. Et dire aux Gabonais
c'est parce qu'on parle sa langue qu'on ne peut pas être un bon scientifique, un bon politicien, un bon homme de la modernité. C'est ça. Parce qu'il y a aussi un complexe. Le fond parle sa langue, le fond a des savoir-vivre comme vous dites. Le fond, par exemple, il pratique. Le fond écrit sur sa culture, sa tradition. Est-ce que c'est pas, par exemple, parce que les Bichiwa ou les Bongo, les Baka n'écrivent pas, ne pratiquent pas, qu'ils sont en voie de disparition? Non. Il y a d'abord ce problème d'ouverture au monde. Et ce problème d'ouverture au monde nous a posé un problème. C'est que il y a des enfants qui sont allés à l'école des Blancs. Et ce sont ces enfants-là qui appartiennent à certaines ethnies qui sont allés à l'école des Blancs, qui ont le monopole de la connaissance. Et ceux qui sont restés, qui n'ont pas compris l'enjeu, se retrouvent avec peu de personnes qui peuvent représenter leurs intérêts. Maintenant, nous sommes dans la République. La République, c'est qu'on ne doit pas laisser un groupe en arrière. Et on connaît la richesse. Rappelez-vous que des nuits et des jours, quand l'hôpital occidental n'est pas capable de régler un problème, les gens prennent les voitures pour aller dans les forêts gabonaises pour retrouver qui? Forêt des abeilles. Ce que vous appelez, ce qu'on appelle au Gabon, les guérisseurs. Et dans ces guérisseurs, nous avons les maîtres. Dans cet art-là, qui sont les Baka, les Babongo. Les pygmées. Bon, pygmées, c'est un mot que je n'aime pas utiliser. C'est péjoratif. Voilà, mais les Baka, les Babongo, Les Bichiwa. tous ces gens de la forêt qui ont l'art, la connaissance. Donc, ça veut dire quoi? Au moment où ces gens font partie du Gabon, ils font partie de l'Afrique et ils font partie du monde. Ceux qui comprennent que le fait de les laisser là où ils sont, de ne pas les amener à faire l'école comme tout le monde, mais avec on va dire, cet intérêt accordé à la langue. Vous avez par exemple Top FM, Urban FM ici. Urban FM fait des émissions sur la culture. Mais on sait déjà qu'il y a des populations qui voient leurs locuteurs, le nombre de leurs locuteurs diminuer. Alors, à partir de ce moment, nous, soit les anthropologues, les scientifiques, les communicateurs, les décideurs politiques, nous comprenons ce qu'il y a encore là-bas. C'est même une chance. Parce que nous avons perdu beaucoup de choses. Et parfois, le leur, c'est de dire, j'ai le doctorat, j'ai le bac, j'ai le bac plus 3, que je suis maintenant moderne. Mais si vous êtes moderne, vous ne parlez pas vos langues. Est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, parce que vous n'êtes pas le seul anthropologue à l'université, Oui. vous êtes beaucoup des anthropologues, Oui. est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, vous avez déjà réfléchi sur ça? Avez-vous une association d'anthropologues qui travaille avec des organismes internationaux et qui peuvent bénéficier de financements pour aider, par exemple, les ethnies qui trouvent leurs locuteurs disparaître à garder certains éléments précieux de leur culture? Pour le moment, pour être franc, mon travail consiste à essayer d'attirer les jeunes Gabonais avec qui j'ai des échanges lors des cours à un retour aux sources. Et vous allez vous rendre compte que c'est difficile. Moi, je fais un cours de conservation et biodiversité. J'ai des étudiants que j'amène à l'arboretum de Siban chaque année. Mais il m'est arrivé d'avoir, au contact de la forêt, une Gabonaise, de père et de mère, qui vit à Libreville. Au contact de la forêt de l'arboretum de Siban, l'enfant pense que entrer dans cette forêt, c'est aller au contact des mauvais esprits. L'enfant tombe. On pleure. Une grande femme, hein, c'est pas une fille de 18 ans. Ah ben c'est clair, si elle est à l'université, c'est que voilà, c'est une grave. elle pleure. Mais on s'étonne, pourquoi elle pleure? C'est la première fois qu'elle rentre en forêt. Et pour elle, dans sa tête, c'est des enfants assez christianisés, hein, aller dans la brousse, c'est aller là où il y a les mauvais esprits. Non, il faut lui dire que non. La brousse, c'est là où il y a la richesse. Ce que vous avez sur le corps vient des plantes. Les médicaments que vous prenez viennent de plantes et des plantes de chez vous. Donc, vous avez intérêt à aller voir ce qui se passe. Et à la fin du cours, personne n'est mort. Donc, commencez comme ça à les rapprocher, à les inciter à parler leur langue. Maintenant, le véritable problème, c'est est-ce que nous avons les moyens de faire quoi que ce soit dans ce sens? C'est un peu difficile. Déjà, l'université
N'a pas les moyens. n'a pas les moyens. Vous faites sciences du langage à l'université. Oui, mais le problème, c'est le problème de moyens. Mais monsieur Titi, Moi, vous j'ai- avez un téléphone smartphone. Oui. Vous êtes allé enregistrer un peu on appelle ça comment, les conversations de ces ethnies-là pour les enfermer dans des documents ou bien pour créer vous-même votre propre base de données en tant que chercheur. Ce que je suis en train de faire, c'est que... Vous n'avez pas besoin d'un super enregistreur comme à l'époque. Le travail que nous on fait, c'est que quand on travaille sur les plantes, les savoirs et savoir-faire liés aux arbres, je travaille beaucoup sur les plantes, j'enregistre les entretiens en langue. Ah, Je voilà. les ai. Parce Non. que Herbert Pepper dans les années Oui, qui a 70, traduit, il n'avait pas ouais. l'argent de l'État pour enregistrer Nzouengema. Hein. Donc, Il a fait ça avec son propre Maintenant, le financement. véritable problème qu'on a, la chance, on a quand même des outils technologiques Voilà. qui sont à portée de prix. Maintenant, il nous faut des petits moyens pour rassembler ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus aussi pour rien. Si vous ne donnez rien aux étudiants, ils vont s'asseoir quelque part, ils vont vous faire n'importe quoi. Il faut qu'ils aient des moyens de locomotion. Comment, ici, autrefois à l'université, avec des bus. Ces bus-là, on va par exemple à tel endroit rencontrer tel monsieur ou telle dame. On nous met par exemple le bus à disposition. Or, il n'y a plus ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus le bus de Lodé. Mais on étudie quoi en sciences du langage si on ne commence pas par nos propres langues exactement? Non, mais On étudie le français. les sciences du langage, c'est vrai, il y a un problème. Moi, je ne peux pas m'aventurer dans ce qu'ils font. Moi, je suis anthropologue et je sais que je ne peux pas faire un travail de recherche si je ne suis pas allé faire du terrain. Et faire du terrain, c'est aller discuter avec les personnes ressources. Et donc, j'ai l'obligation de discuter avec les personnes physiques, d'enregistrer et de travailler sur le contenu de ce que j'ai enregistré par rapport à ce que je fais. Donc, à partir de ce moment, ce qu'on souhaiterait faire peut-être, et je reviendrai toujours au problème de l'argent, mobiliser 15-20 personnes pour un travail de cette nature, c'est aussi disposer du minimum en termes d'argent. Or, aujourd'hui, l'enseignant peut faire même les corrections de mémoire, peut suivre des mémoires, il n'est pas sûr d'être payé. Il ne bénéficie que du salaire mensuel. Et ce salaire mensuel, s'il il vient de commencer, il peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir son salaire global. Et vous voyez que de précarité en précarité, les choses essentielles ne peuvent pas être faites. Vous avez une étude sur le nombre des ethnies qui sont en voie de disparition et quelles sont les techniques que les gens peuvent mettre en place pour les conserver? Nous, en ce moment, il y a des linguistes qui travaillent. Je pense au professeur Daouda Mouyama, qui est très avancé dans ces choses portant sur les langues, et d'autres linguistes. Mais le véritable problème, c'est que quand les projets sont individuels, vous voyez que La portée est minime. Or, s'il y avait un vaste projet qui met ensemble les linguistes, les anthropologues, les sociologues, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à la rescousse de ces langues en disparition, alors là, on est sûr, parce que le problème, il est grave. Il est grave. Donc, ça devait être un problème d'intérêt national. Alors, si on a ce regroupement de différentes disciplines, de différentes personnes, et contrôlé, c'est-à-dire si on a mis 100 francs, les 100 francs doivent servir à quelque chose, et ce quelque chose doit être soumis à la critique de d'autres disciplines et d'un comité. Et après, on dit, comme c'est pendant 1 an, on arrive, pendant tant d'années, nous avons fait telle chose, ça a été financé à hauteur de temps, et voilà les résultats. Or, en ce moment, c'est des choses individuelles. Chacun va faire sa petite recherche pour passer ses grades, pour enrichir ses travaux. Et puis, sur le plan national, l'érosion continue. C'est l'érosion même. D'accord. René Rutou, nous sommes arrivés au terme de notre temps. Plus de 25 minutes déjà passées avec notre invité, monsieur Titi, qui est enseignant, chercheur et anthropologue, c'est ça? Vous êtes des jeunes anthropologues puisque vous avez un doctorat en anthropologie. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. René Rutou, on te remercie aussi d'avoir participé au Da Fresh Morning ce matin. Et voici l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.